Bienvenue dans Interligne, le podcast où les auteurs et autrices parlent de ce qu'ils lisent, pas de ce qu'ils écrivent. On y parle de livres aimés, marquants, ratés parfois. De ceux qui construisent, nourrissent et accompagnent. Une conversation autour des mots des autres avec celles et ceux qui en font eux-mêmes. Je suis Manon et aujourd'hui je reçois Justine Morvan. Quel est le premier souvenir de lecture que tu peux avoir dans ta vie, la lecture, le premier souvenir que tu as de... Mes parents qui lisent. Mes parents me lisaient quelque chose tous les soirs. Et ils lisaient des livres qui étaient très variés. Ça veut dire qu'on avait à la fois des livres illustrés où je suivais avec les images, mais aussi des livres sans images, où là, pour le coup, ça devait forcément stimuler mon imagination. Ils me disaient que je les imitais beaucoup quand j'étais toute petite. Je prenais des livres et puis je m'asseyais à côté. Quand j'étais bébé, je faisais semblant de lire. Donc forcément, je babillais. C'était que des onomatopées, mais voilà. Et le premier livre dont je me souviens vraiment, c'est un livre bleu qui est très vieux, qui s'appelle 1000 ans de contes de mer. C'est une compilation de contes de toutes les cultures sur le thème de l'océan. Et c'est un livre donc qui est illustré, mais chichement. On va dire, il y a quelques illustrations à gauche, à droite, dans le style des vieilles linogravures. Mais il n'y a pas beaucoup plus que ça, il n'y a pas de couleur. Et surtout, c'est des contes qui n'ont pas du tout été édulcorés. Ça veut dire que si ça se finit mal, ça se finit mal, basta, c'est comme ça. On va sur Disney, quoi. Oui, notamment dans ce recueil de contes, il y a évidemment la petite sirène en version originale d'Andersen avec la vraie fin. Et donc, c'est des contes qui peuvent être très sombres, mais c'est un livre magnifique que j'ai encore d'ailleurs. Aujourd'hui, après être devenu adulte et ne plus être un enfant peut-être vorace de lecture, la lecture a quelle place dans ta vie aujourd'hui? Elle a la place chaotique d'une hyperfixation qui va et vient. C'est-à-dire que j'ai un rapport un petit peu chaotique avec la lecture. Il y a des gens qui, quand ils finissent un livre, automatiquement en commencent un autre. Et ils sont dans un flot continu de lecture. J'admire ces gens, sachez-le, parce que moi, c'est vrai que je peux ne rien lire pendant 1, 2, 3 mois. Et d'un coup, décider que c'est le moment et en lire 4 à la suite. De tous les styles, ça va se faire comme ça. J'aimerais avoir une routine de lecture un petit peu plus stable, mais c'est vrai que faisant d'autres activités à côté et changeant un peu d'humeur et changeant d'aspiration, voilà, parfois je lis, parfois je ne lis pas. Pour autant, c'est quelque chose auquel je prends toujours beaucoup de plaisir. Je prends toujours beaucoup de plaisir, mais c'est vrai que je ne suis plus la lectrice vraiment obsessionnelle que je pouvais être quand j'étais jeune. Et j'entends beaucoup d'adultes qui ont la même expérience, c'est-à-dire avoir énormément lu dans leur jeunesse et une fois arrivé à l'âge adulte, bon, et ben voilà, ça c'est une occupation qui se partage le temps avec d'autres occupations, avec les obligations sociales, avec le travail, mais aussi avec d'autres hobbies qui sont arrivés avec le temps. Donc j'aimerais lire plus, mais j'essaie de continuer à lire en tout cas. Je lis qu'à 2 endroits. Soit je lis hors de chez moi au café, soit je lis le soir dans mon canapé avec une bougie et un thé. Ah oui, c'est spécifique. En fait, je me fais vraiment un moment, tu sais, de lecture. Pour moi, c'est hyper important. J'ai des lieux où je peux lire et il y a des lieux où je peux pas lire. Tu vois, c'est pas... Oui, je comprends. Je veux pas du tout lire, d'autres que tu lis en fermant les yeux presque, en se disant que ça c'est bon, c'est pour moi, ou au contraire tu te cantonnes plutôt à cet auteur plutôt que le genre en règle générale. Alors, je suis pas très attachée aux auteurs, dans le sens où j'ai quelques auteurs préférés, Stephen King notamment, qui est un auteur dont j'aime beaucoup l'univers, donc j'ai tendance à aller vers sa production littéraire. J'aime beaucoup, rien à voir en termes de style, mais j'aime beaucoup Philippe Labro, donc rien à voir en termes d'univers. Je peux tomber amoureuse de certains auteurs, de certaines plumes, de certaines vibes, comme disent les jeunes. D'une manière générale, j'aime beaucoup l'horreur et les histoires de fantômes, tout ce qui est le surnaturel, mais dans un sens peut-être un petit peu gothique. J'aime bien j'aime bien les histoires oui, voilà, de fantômes, de revenants. J'aime bien quand ça touche au paranormal. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. A contrario, je n'aime pas la romance. J'aime bien quand la romance s'invite, j'aime bien quand la romance fait partie du paysage, mais je n'aime pas beaucoup les histoires qui la prennent comme pivot central.
ça m'intéresse beaucoup moins. Je ne suis pas une grande lectrice de polar non plus. Je sais que le roman policier est très populaire, mais je ne suis pas fan. Par contre, j'aime bien ce que j'appelle un petit peu, c'est une appellation purement personnelle, j'aime bien la lecture du quotidien. Par exemple, un livre que j'ai adoré, c'est L'élégance du hérisson, mais parce que ça parle des gens qu'on croise, des gens qu'on voit, c'est une sorte de zoom sur la vie d'un individu, sur ses petits particularismes, sur ses, ses petits problèmes qui pour lui sont très grands, et ses très grands problèmes qui pour nous sont tout petits. J'aime beaucoup, c'est aussi la raison pour laquelle j'aime beaucoup le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que c'est ça en fait, c'est zoomer sur le monde intérieur des gens et s'intéresser à la vie de monsieur et madame tout le monde. Il y a vraiment quelque chose que j'adore dans les livres et les films qui se concentrent du jour au lendemain sur la vie d'un employé de bureau devant qui on passe tous les jours et qui en fait renferme une richesse qui lui est propre. Donc j'aime beaucoup, beaucoup toutes les œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou qu'elles soient littéraires, qui comme ça prennent pour protagonistes les gens qui sont à côté de nous. Je ne suis maintenant, je suis très lasse des thèmes de l'élu. Peut-être que quand j'étais en début de vingtaine, c'était quelque chose qui m'intéressait plus, mais maintenant, ça m'intéresse plus du tout. D'avoir des choses, de lire des productions où tout est centré autour d'un élu. Parce que il y a une vraie beauté chez, comme disait Gandalf, les petites gens. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien Tolkien, c'est parce que c'est les petites personnes. Monsieur Tout le Monde. Ouais. J'aime beaucoup Monsieur Tout le Monde. Je pense que Monsieur Tout le Monde a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'est assez surprenant du coup, puisque ce n'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans Oracle, lié probablement à la période où ça a été écrit, puisque ce n'est pas un livre qui est sorti hier. Non. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans Oracle? Oui et non. Ça veut dire que c'est un livre qui est une littérature du fantastique. Et il y a des moments qui sont assez chevaleresques, assez épiques. Il y a des grandes batailles, il y a des prophéties, il y a entre grosses guillemets aussi des formes d'élus, puisqu'il y a des gens qui sont dans les prophéties. J'avais écrit quand j'avais 23 ans et j'avais vraiment envie de faire ce récit fantastique où il y aurait plein de personnages et des grandes épopées et où on changerait de pays et patati et patata. Et quel bonheur d'écrire ça, en fait. Quel bonheur de se dire qu'on peut écrire sans tenir compte des frontières, qu'on peut se laisser aller à un côté un peu Tolkien, où tout le monde, où il y a des grandes batailles, etc. Là où je dirais qu'il n'y a pas forcément, où on retrouve peut-être un peu, ce côté Monsieur et Madame Tout le Monde, c'est que quelque chose que j'aimais bien faire, c'est au début de chaque tome, consacrer un chapitre d'ouverture à quelqu'un qu'on ne reverra pas dans la suite du récit, mais qui est soit une victime collatérale, soit un acteur collatéral, et les protagonistes jouent tous leur rôle. C'est-à-dire que le protagoniste principal, Yuna, oui, elle a beaucoup de qualités, elle a aussi beaucoup de défauts. Hein. Elle a beaucoup de défauts toute seule. Toute seule, elle aurait réussi à rien. Mais de la même manière que même les êtres les plus puissants du récit n'auraient réussi à rien tout seuls. Et c'est souvent les actions des petits qui changent en fait le cours des choses. Ça veut dire qu'on a effectivement ces protagonistes dont on pourrait être tenté de se dire sans eux tout est perdu. Alors oui, certes, sans eux tout est perdu, mais sans tous les personnages secondaires qui ont joué leur rôle, c'était tout aussi foutu. On a des personnages surpuissants dans Oracle, mais quelque chose que je voulais montrer aussi beaucoup, c'est que oui, d'accord, ils sont surpuissants, ça n'a rien réglé, en fait, ça n'a rien réglé. Et c'est quand les petits ont commencé à s'en mêler, c'est quand les petits ont commencé à mettre le pied dans la sauce, que là, les choses ont commencé à bouger. Alors, ça se ressent peut-être pas comme ça pour tous les lecteurs à la lecture, mais c'est un Oracle pour moi, c'est vraiment aussi d'une certaine manière un orchestre. Chacun avait son truc à jouer. Les instruments séparément n'auraient jamais pu fonctionner. Maintenant, c'est vrai que c'est pas un récit de Monsieur et Madame Tout le Monde. Mais c'est le récit de gens qui ont des limites qui sont très claires.
et qu'ils n'arrivent pas forcément à les dépasser parce qu'ils ont leurs défauts, ils ont leurs torts, ils ont leurs vices. Et à part travailler ensemble et essayer de faire fi des limites qu'ils ont, il n'y a pas de solution. Très bien. Est-ce que pour toi, écrire, c'est aussi voir les œuvres des autres, comme la peinture, le cinéma ou les séries, sous un angle un peu plus critique, où tu décortiques un peu plus? J'aime pas décortiquer, dans le sens où, c'est-à-dire que bon, si je lis des livres sur l'œuvre d'un auteur, où nécessairement les chapitres vont être consacrés à décortiquer l'écriture de cet auteur, forcément, je vais comprendre la mécanique. Mais de la même manière que euh, je, je- quand on va à l'opéra ou au théâtre, les coulisses sont cachées, et de la même manière que quand on va au cinéma, le projectionniste est derrière soi. Moi, quand je découvre un livre, j'essaye toujours au maximum de prendre le point de vue du lecteur naïf, parce que je n'ai pas besoin forcément d'être en cuisine pour apprécier un bon plat. Alors évidemment, si j'essaie de le limiter chez moi, je vais demander les ingrédients, mais pour moi, la consommation d'art, elle reste aussi beaucoup un plaisir, une émotion, une expérience émotionnelle, et parfois, pour que l'expérience émotionnelle, à mon sens en tout cas pour moi, pour que l'expérience émotionnelle reste pleine et entière, il faut abandonner le point de vue chirurgical. Il faut laisser la magie opérer. Je dirais que pour profiter pleinement d'un tour de magie, il ne faut pas connaître le tour. Et, euh, et quand j'aime un livre, je n'ai pas envie, sincèrement, je pourrais, mais je ne veux pas, me poser la question de l'emploi des adverbes, des adjectifs, qu'est-ce que la symbolique, etc. Pourquoi pas effectivement à une deuxième lecture? Pourquoi pas lors d'une analyse? Mais si j'ai envie d'être transportée, il faut que je me laisse un peu transporter aussi. On ne peut pas freiner des cas de fer et rester dans un point de vue analytique en permanence et ensuite se dire pourquoi est-ce que la magie n'opère pas, mais parce que la magie, elle demande, comme disent les Anglais, une suspension de l'incrédulité. Et c'est vrai que moi, je décortique un livre au fur et à mesure que je le lis. C'est comme dépioter un plat jusqu'à en faire une espèce de séparer les ingrédients du plat. Non, ils sont faits pour être consommés ensemble. Et à la rigueur, après le repas, j'irai demander la recette. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que moi Mhm. je le vois. Donc finalement, l'analyse littéraire qu'on fait en classe, pour toi, ce n'est pas vraiment de la lecture. Non, c'est pas de la lecture. C'est pas de la lecture, c'est effectivement de l'analyse, mais de la même manière que analyser un match, c'est pas le jouer. Voilà. Je pense qu'il y a une très grosse différence entre étudier la mécanique d'une voiture et faire un road trip. Oui. C'est pas la même chose. Sinon, tous les grands critiques culinaires seraient d'excellents cuisiniers. Tous les excellents critiques littéraires nous pondraient chaque mois un best-seller. Et heureusement, il y a des gens qui sont à la fois d'excellents analystes et d'excellents créatifs. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de créatifs qui ne savent pas d'où ça vient, et ils suivent un petit peu leur instinct. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas à être raffiné par la suite. C'est un petit peu le travail éditorial, voilà, d'avoir justement quelqu'un qui amène l'œil de l'analyste sur quelque chose qui sort un petit peu des tripes. Mais pour moi, ça ne se recoupe pas. Et c'est vrai que j'ai rarement vu quelque chose m'ôter la joie de lire comme l'analyse littéraire. Il y a des livres qu'on m'a demandé de décortiquer en classe. J'ai eu l'impression de faire une autopsie. J'ai eu l'impression de prendre quelque chose qui était auparavant vivant et organique et entier, et qu'on m'a demandé d'en analyser les organes séparément post-mortem. Mm. Et ça m'a rendu très triste parce que c'était des livres qui, à la base, étaient faits pour être vécus, pour être vus comme justement la communication d'un être humain à un autre. Et j'ai l'impression qu'on avait démonté une machine et qu'on m'avait demandé d'analyser l'épaisseur des rouages. Et pour moi qui aimais lire, je pense que ça a beaucoup participé, notamment au fait que pendant un moment, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu parce que je n'arrivais plus à me détacher non seulement de cette vision analytique, mais en plus de cette vision un petit peu productiviste de la lecture, c'est-à-dire Mm. qu'il ne fallait que je lise que ce qui était digne d'être lu. Sauf que c'est Pas comme ça. pas ma vision des choses en Ouais. tout cas. Tu devais offrir un seul livre à quelqu'un de ton entourage, ce serait lequel? Ah euh,
The Bell Jar. La traduction française, si je ne m'abuse, c'est La cloche de tristesse. Ou La cloche de détresse, La cloche de tristesse. J'ai lu en version originale, donc The Bell Jar. C'est ces espèces de cloches sous lesquelles on met des plats, ou sous lesquelles on met des fruits ou des fleurs, des bougies pour en garder le parfum. Et ça suit une jeune protagoniste donc, qui vit aux États-Unis au cœur des années 60 et qui arrive à l'âge adulte. Elle est en fin d'adolescence, début de vingtaine. Et c'est une sorte de roman initiatique, sauf que elle est fondamentalement déprimée, cette enfant. Elle est un petit peu rebelle par rapport aux normes qu'elle rencontre dans la société. Et donc, elle essaye de trouver son chemin en naviguant par rapport à une mère qu'elle ne comprend plus, à un environnement dans lequel elle n'a pas sa place. Elle a fait tout commence à New York, en fait, elle découvre la grande ville parce qu'elle a gagné un concours d'écriture. C'est quelqu'un qui est très créatif et en fait, elle se rend compte que toutes ces jeunes femmes qui ont gagné le concours d'écriture et qui ont été appelées à New York pour, entre très grosses guillemets, recevoir leur prix, n'ont été appelées que pour mettre des tailleurs et poser sur des photos et faire les potiches. Et elle a une telle créativité, une telle indépendance d'esprit, mais aussi un tel mal-être qu'elle traîne avec elle que ça la froisse. Ça la froisse et ça la lance dans une spirale de mais qu'est-ce que je fais là? Et c'est une très belle réflexion sur l'entrée dans l'âge adulte. Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans une société où la femme, elle est faite pour la réception mondaine, porter des talons d'au moins 10 cm et surtout la boucler. Et qu'est-ce que ça fait aussi d'être une femme qui a une maladie mentale dans cette société? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une dépression dans une société qui la rejette, qui ne la comprend pas, qui l'a à peine on va dire, théorisé. Et c'est un livre qui pourrait être déprimant, c'est un livre qui pourrait être lourd, qui pourrait être traînant, c'est un livre qui est drôle, parce que Sylvia Plath, elle parle avec une aisance et un côté très inconvenant, on a l'impression d'entendre une fille des années 2000, 2010, 2020, et c'est vrai que pour nous, du coup, ça va pas être très exotique, il faut s'imaginer pour l'époque ce que ça a été d'avoir une jeune femme qui parlait de sexe, qui parlait de libération, qui parlait de maladie mentale, qui finit à un moment par parler de ce que c'est que d'être dans un hôpital psychiatrique, même s'ils ne veulent pas dire le nom dans le livre. Il y a un très bon film avec Winona Ryder et Angelina Jolie qui s'appelle Girl Interrupted, qui est paru quand elles étaient encore toutes jeunes, donc je crois les années 90, qui est très similaire en termes de scénario et qui raconte une histoire un petit peu similaire. Donc c'est à la fois un livre et un film que je conseille. Ils sont très intéressants, mais le livre de Sylvia Plath est beaucoup, beaucoup plus drôle et beaucoup moins lourd que le film. Donc, et puis c'est un classique aux États-Unis, il est très connu, donc on le trouve assez facilement. D'accord. Et au contraire, est-ce qu'il y a un livre que tu aimes, mais que toi, que tout le monde aime, mais que toi, bah, c'est pas pour toi? Ha! Alors, mon problème est que quand ça c'était m'emballe pas pour toi. quand ça m'emballe pas de base, j'ai pas forcément tendance à aller l'acheter ou à le louer parce que comme j'ai beaucoup lu, je sais généralement plutôt bien vers quoi me diriger. Un livre où tout le monde a aimé et moi je n'ai pas aimé. Oui. Ah, C'était pas pour toi, peut-être pour une question de c'était pas le bon moment, ou juste bah c'est pas le bon genre. je réfléchis très bien, comme dirait l'autre. Je réfléchis très bien. Disons qu'il n'y a pas nécessairement de livre que j'ai lu ces derniers temps et où je me suis dit « Oh, ça m'a pas plu ». Il y a plus des opportunités de lecture sur lesquelles je suis passée. Par exemple, on m'a bassiné les oreilles très longtemps avec une cour de roses et d'épines et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai qu'on est un petit peu tombé sur Mamie faire de la résistance parce que tous les extraits que j'avais lus, rien ne m'emballait, je n'étais pas intéressée par les personnages, je n'étais pas intéressée par le scénario. Les quelques extraits que j'avais lus ne me parlaient pas du tout. Et donc, c'est plutôt là que j'ai fait ma tête de mule et que j'ai dit non, je n'ai pas envie de le lire. Mais je n'ai pas lu de bouquin récemment où je me sois dit hein, pas bon. Oui, mais parce que généralement, j'ai vraiment tendance à acheter mes livres selon des critères qui sont vraiment très personnels. En fait, c'est vraiment si ça me... Je suis pas forcément très intéressée
par quelle est la trend en ce moment, ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'ai commencé American Gods de Neil Gaiman. Malheureusement, en plus, ça coïncidait avec le moment où on a découvert que ce n'était pas un Gentil monsieur. C'était pas un gentil monsieur, mais indépendamment des révélations qui ont été faites sur cet individu, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé le style... En tout cas, je l'ai trouvé poussif. Et j'ai eu du mal à sentir une quelconque connexion avec les personnages. C'est-à-dire que je sentais que l'univers était riche. Pour autant, il n'y a pas de lien émotionnel qui s'est fait. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un univers foisonnant, mais juste la connexion ne se faisait pas. Ce qui est un petit peu la même chose que ce que j'ai ressenti quand j'ai essayé de lire Good Omens, donc le livre qu'il a écrit en parallèle avec Terry Pratchett. Ça veut dire que c'est très lunaire. Il y a plein de concepts, il y a plein de personnages, il y a plein d'idées, mais la connexion émotionnelle de mon côté ne se fait pas. Donc pas la plume pour toi. Voilà, donc Neil Gaiman et Terry Pratchett d'ailleurs, dont je n'arrive pas à lire l'œuvre, sont deux auteurs que ça veut pas dire que je comprends pas les gens qui les lisent. Moi, le lien ne se fait pas. Ça marche pas avec toi. Et c'est pas non, voilà. Il y en a plein d'autres. Et c'est ok. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice qui malheureusement n'est plus parmi nous, que tu aurais aimé rencontrer en tant que lectrice et non en tant qu'autrice? Faut me donner un petit instant pour réfléchir à cette question du coup. Parce que c'est une très bonne question. Je repasse tous mes livres d'auteurs. Alors, pas Balzac, c'est une évidence parce que je pense que j'aurais pas eu assez d'espace mental pour gérer une conversation avec Balzac. Ce qui est terrible, c'est que la réponse me reviendra probablement beaucoup plus tard et je serai là en mode mais c'est bien sûr, mais c'est bien sûr. Qui est-ce que j'ai? Ah là là. Pas une autrice, en fait. Elle a écrit des livres, c'est pas une autrice, c'est une actrice. J'ai lu une partie des livres de Carrie Fisher, qui est donc la fille de Debbie Reynolds et surtout l'actrice qui a incarné la princesse Leia et qui écrivait très bien et qui a fait des livres pour parler de son expérience dans le monde d'Hollywood, mais également de son expérience en tant que femme qui a subi des thérapies d'électroconvulsion pour soigner une dépression très grave qu'elle avait depuis des années. C'était une grande amie de Robin Williams. Je cite beaucoup de gens qui avaient de dépression depuis tout à l'heure, mais je vous rassure, moi ça va. Hein. Moi ça va, mais c'est juste que Carrie Fisher, elle avait écrit un livre qui s'appelait Chocoholic, qui était très très bon, qui donnait une vraie perspective là-dessus. Donc, parler à Carrie Fisher, quel bonheur ça aurait été, parce que ça avait l'air d'être une femme extrêmement intelligente, ça avait l'air d'être une femme extrêmement intéressante. Réponse très classique, mais est-ce qu'on n'a pas tous voulu un jour se promener dans un jardin avec Tolkien? Est-ce que c'est pas, en tout cas, oui. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a tous voulu faire? Et puis moi, j'aurais bien aimé savoir qui était l'homme derrière, en fait, derrière cette œuvre. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Et puis pour finir, je pense... pourquoi pas Maupassant? Intéressant. Ça change un peu, Maupassant. Là, c'est niche. Ouais, mais Maupassant, j'aurais aimé pour sa finesse de l'observation humaine, pour la capacité qu'il a à retranscrire des dialogues, parce qu'on sent que c'était quelqu'un qui regardait les gens autour de lui. Il les écoutait beaucoup, il regardait beaucoup les gens, et je sais pas pourquoi, mais je ne connais pas assez les gens qui ont fait leur mémoire sur Maupassant, me corrigeons, et quand on lit ces livres, on se dit, mais je suis sûre que c'est quelqu'un qui doit avoir un petit peu de l'humour, en tout cas une fine capacité d'observation. Donc, oui, ça aurait été une table complètement éclectique, mais... Je pense qu'on aurait bien discuté entre eux, en plus. Oui, je pense qu'ils auraient... je pense que Carrie Fisher, Tolkien, Maupassant, allez-y, battez-vous entre vous, battez-vous, j'arrive. Très très bonne table.
Parlons bibliothèque maintenant. La bibliothèque que tu as chez toi, parce que tu as probablement une bibliothèque chez toi, elle est organisée ou c'est pas organisé du tout? Elle n'est pas organisée aujourd'hui parce que je refais l'organisation. Je Mm. faisais un tri entre les livres dont je ne voulais plus et que je vais donner. Les livres où malheureusement, ça fait 4 ans que je me dis que je vais les lire, mais je ne les ai pas lus parce que je les ai achetés sur un coup de tête en salon du livre, etc. Notamment, par exemple, les romans policiers. Je me dis toujours qu'un jour, je vais céder, je vais devenir une lectrice de romans policiers. Pas du tout. Pas du tout, j'aime pas ça. Donc, il faut que je les donne pour que quelqu'un puisse en profiter. Et alors, je suis toujours partagée entre l'organisation esthétique. J'aime bien les organiser par couleur. J'aime bien faire des dégradés de couleurs pour que ma bibliothèque soit esthétique. Et d'un autre côté, quelle tragédie de séparer les mêmes œuvres d'un même auteur. Et voilà, il y en a un qui est là et l'autre son cousin. Il y en a un à Watt et l'autre à Edix, ça n'a aucun sens. Donc je suis en train de revoir mon organisation. Il y a aussi des gens qui trient par genre. Ouais, moi c'est plutôt... Par genre et par couleur. Oui, alors il y a un petit peu Je de ça fais aussi. le double. Ouais, j'essaie de trier un petit peu comme ça aussi par genre et par couleur. J'aime bien quand il y a un bel arc-en-ciel dans ma bibliothèque. Et puis comme je suis quelqu'un de très visuel, je me souviens des couvertures, donc je sais où aller le chercher dans mon arc-en-ciel. Donc mais ma bibliothèque est laide, il faut que je la change. Et les titres sont du côté visible ou c'est les pages qui sont du côté visible? Toujours les titres du côté visible. Je me priverai jamais de voir des gaufrages et des belles couleurs quand je passe dans mon salon. Ouais, les seuls livres qui sont dans l'autre sens, c'est ceux où il y a un joli jaspage. Exact. Voilà. Et encore, moi je pourrais Ils sont pas. faits pour C'est- être vus. Ouais, mais Mm. pour moi c'est perturbant, il faut que tout soit... Là, j'ai une seule étagère où ils sont tous là. Ouais. Ils sont séparés Pareil, du reste. éviter de mettre un très grand livre au milieu de plein de petits, qui fait ça? Mm. Qui fait ça? Je fais Bah voilà, Je range ma bibliothèque. exactement. Est-ce que ça t'arrive de relire des livres ou au contraire, toi, dès que c'est lu, c'est fini? Souvent, quand c'est lu, c'est fini. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse amnésie pour que je décide de relire un livre. Parce que je sais comment ça se finit. Mm. Je sais comment ça se finit. Alors, il y a des gens qui lisent et relisent et relisent et re-relisent, mais c'est vrai que j'ai pas l'excitation et la ferveur un petit peu que j'ai quand je découvre un univers. Pour moi, lire un livre, c'est une expérience qui est super, mais c'est un petit peu... C'est dur à expliquer, mais c'est comme un voyage ponctuel dans un monde, mais c'est comme Narnia, on est obligé de rentrer à la maison. Et bon, je sais que c'est un mauvais exemple, dans Narnia, ils y retournent, donc très mauvais exemple. Pas tous, Mais- pas tous. Mais, Suzanne ne retourne pas. Voilà, et c'est vrai que moi, quand l'histoire a été lue, relire un livre, ça me fait parfois un petit peu l'impression de manger un plat réchauffé au micro-ondes. On retrouve une partie des saveurs originelles, mais c'est pas la même chose que quand il est sorti du four la première fois. Pour autant, par contre, je garde les livres. Parce qu'il y a des passages, quelques passages, où je peux y retourner et retrouver une partie de la magie, mais relire le livre dans son intégralité, rarissime. Ok, ok. Est-ce que tu es du genre à vouloir lire absolument le livre avant de regarder le film ou au contraire, Ah oui, non. ouais, complètement. Complètement. Parce que je trouve qu'une fois que tu as vu le film, c'est compliqué d'oublier la tête des acteurs, les ambiances. J'aime bien peindre mon tableau mental avant d'aller voir le film. J'aime bien m'être construit l'univers dans ma tête et ensuite aller voir le film et voir les différences plutôt que de réattaquer le livre avec une idée préconçue de ce à quoi c'est censé ressembler. D'un point de vue esthétique, d'un point de vue sonore aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on voit un film, c'est une ambiance sonore, ce sont des acteurs, ce sont des mimiques, des choses comme ça. Or, la beauté de la lecture, c'est que je trouve que c'est toi le metteur en scène, tu fais ton casting, les personnages ressemblent à ce à quoi tu veux qu'ils ressemblent, les lieux sont calibrés pour toi, en fait, tu fais ton film sur mesure. Donc, avant d'aller voir la vision de quelqu'un d'autre, j'aime bien me faire la mienne. Ok. Et si tu découvres que le film que tu viens de voir était un livre et que tu ne le savais pas, est-ce que ça te donne envie de lire le livre ou... Oui, absolument. Ouais, ça c'est si j'ai adhéré à un film et qu'on me dit c'est tiré d'un livre, je vais absolument aller lire le livre. D'accord. Ouais. Alors là, on change un peu du domaine juste littéraire au sens livre, mais joues-tu aux jeux vidéo? Et si oui, est-ce que tu es plus sur des jeux narratifs ou plutôt complètement l'inverse? Je joue aux jeux vidéo. Ça, c'est pareil, c'est par période. Il y a des moments où je ne vais pas du tout y jouer. Il y a des jours où je vais y jouer. Je suis pareil, je suis très spécifique dans les jeux que j'aime bien.
Soit il y a les petits jeux de farming comme Stardew Valley qui sont très mignons et qui me permettent de, on va dire, de partir, ça c'est pareil, dans un monde un petit peu idyllique. En fait, c'est le même principe que pour la lecture, de la même manière que souvent j'ai tendance à lire quelque chose de léger et quelque chose de plus sérieux. Mes jeux préférés sont Stardew Valley et Little Nightmares. Deux salles, deux ambiances, ça D'accord. n'a rien à voir. Oui, clairement. Mais j'aime bien les jeux atmosphériques, j'aime bien les jeux où on n'a pas nécessairement beaucoup d'indications sur le pourquoi du comment, Mhm. ni sur la manière d'y jouer, et qu'on nous laisse nous débrouiller un petit peu et qu'on nous laisse découvrir l'univers par notre propre prisme. Little Nightmares, la beauté de la chose, c'est qu'à aucun moment on a de tutoriel, à aucun moment on nous dit quoi faire, ni comment le faire, ni même pourquoi on le fait. C'est au joueur de regarder autour de lui, d'activer un petit peu ses méninges et aussi de visiter l'univers, de regarder les décors et de commencer à assembler une histoire dans sa tête. Je trouve que Little Nightmares, c'est une série de jeux vidéo qui est très narrative dans ce sens-là. Et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux vidéo qu'on ait fait ces 10 dernières années. Je le trouve. Et puis, c'est un vrai travail en termes d'identité visuelle. C'est le premier. Le premier est dans la cale d'un bateau et il y a quelque chose de... j'aurais pas nécessairement de réalisateur auquel le comparer, mais cette espèce de style graphique très déformé, très étrange. On retrouvait ça un petit peu dans des films comme Les Triplettes de Belleville. Alors évidemment pas du tout la même ambiance, mais une ambiance très jaunâtre, Mhm. avec des corps déformés, une exagération des proportions qui a mis littéralement tout le monde dans mon entourage mal à l'aise. Et d'un autre côté aussi, il y a un petit côté Chihiro, mais déformé. C'est un petit peu comme si Miyazaki était en déprime, quoi. J'aime beaucoup, il y a une vraie vision, il y a un parti pris. Ok. J'aime bien les choses comme ça qui ont des partis pris. Ensuite, ça plaît pas, mais il y a un parti pris. Et j'ai regardé beaucoup de choses qui sont dans le monde étendu de Little Nightmares, et c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Moi j'aime beaucoup, je lirais des livres sur Little Nightmares, clairement. S'il y avait des romans, je les lirais. Ok. Donc tu serais plutôt à jouer à des jeux comme Neva, Gris ou ce genre de jeux indépendants où il y a très peu de dialogue, mais c'est toi qui le fais tout seul avec les images qui te sont proposées. Oui, 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 sachant que j'aime aussi, à l'inverse, j'aime bien les jeux comme KOTOR par exemple, où on avait des choix multiples, mais aussi pareil, une narrative, on pouvait choisir qui on était et on faisait une partie du boulot. Je suis pas forcément fan des jeux où on t'impose tout et où rien n'est laissé à ton imagination et tu te balades comme tu veux à travers une boîte très réduite, en fait. Little Nightmares, moi, l'absence totale de dialogue, ça me repose énormément. Ça me repose énormément parce que voilà, tout est laissé à ton imagination et je trouve ça super. On parlait tout à l'heure de certains livres que tu as achetés mais que tu ne liras pas, mais qu'est-ce qui fait que tu achètes un livre? La quatrième de couverture, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une dent terrible contre les quatrièmes de couverture qui disent juste le meilleur roman de la rentrée littéraire signé Le Parisien. Merci, mais non merci. Merci pour rien, comme on dit. Ça ne m'aide pas. Je suis pas du tout sensible aux recommandations. Ça veut dire que quand on dit ce livre est génial, c'est super, mais en fait, ça ne m'apporte rien. Moi, je me base vraiment sur la quatrième de couverture. J'aime aussi un petit peu regarder les couvertures d'un point de vue graphique. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mesure où on peut choisir entre plusieurs éditions et plusieurs esthétiques, pourquoi se priver d'avoir un bel objet chez soi? J'aimerais qu'on revienne à... Alors, j'aimerais qu'on ait plus de livres en dur. J'aimerais bien qu'on revienne au paperback, enfin pas au paperback comme on dit, mais Au beau relier qu'on toque. au beau relier qu'on toque. Je trouve qu'il y a un plaisir immense à acheter un livre en librairie où effectivement on sent le poids de l'objet, où il y a des gaufrages. J'aime quand le livre est un objet d'art. Et souvent ça va être ça. Souvent ça va être ça. Ça va pas nécessairement être la recommandation du libraire. Même si c'est une librairie où j'ai l'habitude d'aller, forcément je vais faire un petit peu plus confiance. Mais c'est purement, est-ce que la quatrième de couverture, l'histoire résonne? Je devrais sans doute feuilleter un peu plus les livres avant de les acheter parce que parfois ensuite je suis déçue par le style à l'intérieur, mais c'est souvent ça. Apparence extérieure, quatrième de couverture, point bonus si je connais l'auteur et que j'ai déjà été familiarisée avec son univers. Ok. Le livre, on le laisse exactement comme il est.
on prend des notes. Non, alors, je suis très contente qu'on aborde cette question. Les gens qui écrivent dans les livres au stylo bille et qui fluotent, qu'est-ce que ça fait de savoir d'ores et déjà que vous avez votre place de parking en enfer? Qu'est-ce que ça fait d'être la chose la plus proche du shaitan? C'est infâme. Ça veut dire que moi, on me forçait à surligner et à écrire dans mes livres quand j'étais en prépa. Je hais ça. Parce que c'est comment se replonger dans un livre quand on le réouvre, on a en permanence le flot de la pensée, le flot de l'imagination qui est coupé par des notes. En permanence. Et c'est pire si c'est pas les nôtres. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était assis sur nos genoux et qui nous coupait régulièrement, qui mettait le film en pause en disant « Ouais, là, du coup, moi, on s'en fiche. Chut, je lis. » Mais il y a une gradation dans le crime. C'est-à-dire que, bon, mettre une lime à ongles au lieu d'un marque-page, on l'a tous fait, ou un crayon, ça passe. Le plier en chapeau chinois sur la table alors que tout le monde nous dit « Ça va le déformer. » C'est pareil, on l'a tous fait. Corner la page, ça va, c'est une petite rébellion. Moi, je le fais aussi, c'est une petite rébellion. Je me dis, c'est mignon, voilà. Les petits post-it et les petits trucs, ça va, ça se décolle, un post-it. Mais les gens qui sortent un stylo et qui soulignent, et jamais droit en plus. C'est vrai. Toujours à main nue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mot qui va finir par se retrouver à moitié raturé, c'est infâme. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, et c'est vrai que pour moi, ça gâche, quoi. Mes livres de prépa, je ne les réouvre pas, mais parce que j'ai pas du tout envie de retomber sur la tambouille que j'ai fait à l'époque et sur Ah non, c'est non. C'est pas possible. je suis désolée. C'est vraiment l'opinion controversée de fin de podcast. Mais oui. je ne suis pas... c'est non. Et dernière question, puisque nous parlions des notes, mais les notes de bas de page. On les lit en même temps que le texte, on les lit à la fin de la page, on les lit pas du tout. Ça dépend le sujet de la note de bas de page. C'est-à-dire que si elle explicite un terme, une phrase, une référence qui est par exemple propre à une culture et que je ne peux pas comprendre, bah, évidemment je vais la lire. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Stephen King. Stephen King, comme c'est quelqu'un qui écrit quand même beaucoup en référence à la culture américaine moderne, mais la culture américaine qui parle aux Américains, c'est des réflexions sur des vieux présentateurs, sur des routes que personne ne connaît, des marques de nourriture qu'on va trouver en supermarché. Pour nous, ça nous paraît très alien, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc pour comprendre l'humour ou l'ironie, ou au contraire la gravité d'une situation, va bien falloir lire la note de bas de page. Si par exemple le personnage se balade et prend une marque de céréales et qu'on n'a pas la connaissance que en fait c'est une marque premier prix qui est généralement achetée quand on n'a vraiment plus d'argent pour acheter autre chose parce qu'elle est d'extrêmement mauvaise qualité, on ne peut pas comprendre le commentaire social ou le déclassement du personnage. Il faut avoir des clés de compréhension. Par contre, les notes de bas de page où l'éditeur ou l'auteur s'est senti obligé de nous mettre la moitié du manuel d'histoire de 5e, Pourquoi Généralement, je les lis en même temps, pour pas perdre le fil et pour pas faire la zapette, revenir en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais les notes de bas de page, bon, généralement, je fais l'effort de les lire, mais si, par exemple, c'est un détail sur la vie de l'auteur, je préfère largement aller lire des annexes en fin de livre. Où là, pour le coup, il y a un petit chapitre supplémentaire où il y a à propos de l'auteur, pour éclairer le propos, l'avis de machin, de bidule, de truc. C'est exactement ce qu'il y avait dans The Bell Jar, par exemple, l'édition en tout cas que j'ai achetée. Il y avait tout un petit dossier explicatif sur la vie de Sylvia Plath à la fin, et c'était un petit peu... On avait l'impression de s'entretenir avec le réalisateur après une projection, c'est-à-dire qu'on avait profité de la projection, et après, on venait nous parler et nous dire, eh ben voilà ce que vous avez vu, est-ce que ça apporte une lumière différente ? Mais si à chaque fois, le film s'arrête, la lumière se rallume, et il y a un zigoto qui fait irruption sur scène pour vous dire, oui alors du coup là, à propos de... Non. En fait, je pense que ce qui se retient beaucoup de mes propos, et je m'en rends compte maintenant, c'est que j'aime bien tout ce qui est immersif. Et j'aime bien quand je peux me faire ma propre expérience, et si ensuite on veut m'apporter quelque chose a posteriori, il n'y a pas de souci, mais quand j'ai une expérience, j'aime pas être coupée dedans. On est team pas forcément carte lorsqu'il y a une carte d'un roman fantasy. Absolument pas team carte. À son utilité, je vais pas jeter l'opprobre sur les gens qui font des cartes. C'est juste que il faut vraiment que ça soit utile. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est utile. Il y a des mouvements d'armée. Il faut comprendre que Minas Tirith, elle est placée là, si on veut comprendre pourquoi
il y a un problème à la fois avec Isengard, avec le Mordor. C'est parce qu'elle est prise en tenaille. Oui. Si on n'a pas de carte pour le comprendre, voilà, si on n'a pas de carte de la comté, comment comprendre qu'il soit à ce point en retrait des affaires du monde? C'est parce qu'ils sont dans leur bidule, ils sont dans leur coin. Pour autant, tant que la carte... En fait, je pense que ce que je n'aime pas, c'est complexifier à l'extrême quelque chose qui pourrait être plus simple. C'est quand certains auteurs ont une profusion de personnages, une profusion de lieux et une complexité dingue, et qu'ils ont l'impression que ça va pouvoir mettre un cataplasme sur le fait que l'histoire tient pas. C'est plutôt ça, moi, qui me pose problème, c'est quand on essaye, par le foisonnement d'un univers, de cacher le manque de solidité d'une histoire. Je vois donc une carte au service de l'histoire et pas l'inverse. Exact. Mais pareil, une profusion de personnages au service de l'histoire, pas l'inverse. C'est pas parce que c'est un buffet à volonté que la nourriture est de qualité. C'est quelque chose que je n'aimais pas du tout, la série Les Chevaliers Dragons, quand j'étais petite, exactement pour cette raison. Il y avait trop de personnages, alors que moi j'aurais préféré qu'il y en ait moins, qu'on puisse se concentrer plus sur quelques-uns. Et j'étais, mais en fait, il suffit pas de me proposer 15 Chevaliers Dragons pour que, comme avec les Pokémon, en fait, je choisisse mon préféré. Et, non, donnez-moi 3, mais qu'on les connaisse. Je veux savoir, en fait, d'où ils viennent, qui ils sont, quels sont leurs... Donc, en vieillissant, maintenant, je pense que je préfère largement un bon huis clos à une épopée où on s'y perd. Et pour finir, as-tu des livres en cours actuellement? Les deux. Donc, j'ai Charme secret de la vie conjugale que j'ai commencé hier soir. Dans la mesure où j'ai lu 3 pages, oui, je ne vais pas m'étendre dessus. Sinon, j'ai commencé un roman, et là, c'est le moment de la honte, puisque j'ai le titre, mais je n'ai plus le nom de l'auteur. C'est La maison sur la mer bleue céruléenne. Le titre est très long. C'est un livre fantastique qui m'a été prêté par une amie. C'est The House in the Cerulean Sea, donc pour le titre original, qui parle d'un petit fonctionnaire qui travaille pour un ministère qu'on appelle le DICOMIS. Et le DICOMIS, c'est le ministère de surveillance de la jeunesse magique. Donc, c'est les gens qui naissent un petit peu différents. Il est envoyé surveiller et contrôler un orphelinat qui se trouve en marge des autres et qui abrite ou enferme, on ne sait pas trop, des enfants qui, même par rapport aux enfants magiques, sont hors catégorie. Et c'est un homme qui est extrêmement coincé, il est guindé, il a une constipation émotionnelle qui frise la pathologie. Et c'est un roman sur la découverte de soi, c'est un roman sur le fait de dépasser ses préjugés. Il y a un sous-texte LGBT qui fait qu'il est apparemment assez connu pour ça. Mais moi, je ne le connaissais pas, donc on me l'a prêté. C'est un roman qui est très feel good, très, très sympa. Je ne l'ai pas encore fini, mais en tout cas, voilà, on a ces deux romans pour l'instant. C'est un petit peu 2 salles, 2 ambiances pour le moment. D'accord. T'as souvent 2 livres en même temps ou c'est... Oui. Ouais. J'ai souvent 2 livres en même temps parce que j'ai pas toujours la même humeur. J'ai souvent un livre assez sombre, donc un Stephen King ou quelque chose de, on va dire, avec un propos qui porte pas nécessairement à sourire. Et un livre avec une ambiance peut-être un petit peu plus légère, quelque chose pour les jours où j'ai envie de lire, mais où je ne me sens pas la capacité mentale ou émotionnelle de plonger dans quelque chose de trop dur. Ok. Donc tu fais partie de ceux qui consomment plusieurs livres en même temps. Tout à fait. Pas forcément beaucoup de livres, mais souvent plusieurs en même temps. En tout cas, c'était très cool. Merci. Très C'était chouette. vraiment trop cool. C'était Interligne, une conversation autour des lectures qui marquent, qui nourrissent ou qui déroutent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Grand merci à Justine Morvan pour ce voyage entre les pages. Si vous avez aimé cette discussion, parlez-en, partagez-la et surtout, continuez à lire. On se retrouve très vite avec un ou une nouvelle invitée et d'autres lectures à découvrir.